C'est pas on est loin d'être à nos premiers Teams. Donc, bon, c'est parti. Et là, vous voyez toujours le PowerPoint. Parfait. Alors, on a un beau mélange de... On a hâte, on anticipe avec hâte, avec peut-être certains un peu d'excitation aussi. D'autres, on ne sait pas trop dans quelle aventure on s'engage. Alors, vous parlez des outils de stage. Si vous êtes allé visionner les capsules, vous avez eu déjà un aperçu là, de certains outils du stage, notamment le contrat d'apprentissage et les évaluations qui ont lieu en début du stage pour le contrat d'apprentissage. Donc, l'étudiant va arriver dans votre milieu, va vous présenter le contrat et vous allez devoir prendre un certain temps là, avec votre stagiaire pour identifier les stratégies. En fait, c'est les moyens par lesquels l'étudiant va arriver à atteindre les cibles d'apprentissage, soit les objectifs du stage. Il y a 5 cibles d'apprentissage pour le stage de la propédeutique. Donc, pour chacune des cibles, identifier des moyens ou des activités qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Vous avez également, dans les capsules, pu voir qu'il y avait 2 vidéos, 2 enregistrements à faire d'une entrevue ou selon le type de stage ou de pratique. Exemple, en organisation communautaire, ça peut être l'animation d'une rencontre de groupe, par exemple. En individuel, c'est une entrevue avec une personne usagère ou un client. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'étudiant et non pas le client ou la cliente. On a aussi des formulaires d'autorisation pour produire ces enregistrements-là. Puis, vous avez aussi vu dans une des capsules le plan d'amélioration qui vient dans des situations exceptionnelles, dans les situations problématiques là, pour lesquelles un arrêt de stage peut être envisagé ou encore quand il y a des difficultés majeures dans un stage. Outre ces outils de stage, on a aussi le journal de bord et la supervision 2 heures par semaine. Donc ici, là, dans cette diapo, vous voyez ici le chiffre 1, en fait, c'est le début du stage de la semaine 1 jusqu'à la semaine 13. C'est un stage à temps plein sur 13 semaines. En début de stage, on a le contrat complété avec l'étudiant qui est validé par le professeur de stage. À la mi-stage, vous reprenez le contrat d'apprentissage pour produire l'évaluation ou en fait le bilan mi-stage, donc pour chacune des cibles. On peut revoir, est-ce qu'on change les stratégies, les moyens, est-ce qu'on conserve les mêmes, quelles sont les forces de l'étudiant, quels défis restent à travailler ou certaines difficultés qui sont présentes. Et on va filmer ou en tout cas enregistrer une entrevue quelques semaines là, avant l'évaluation pour pouvoir présenter la grille d'analyse de l'entrevue lors du bilan mi-stage. Avant la fin du stage, on va demander à la personne stagiaire de produire une deuxième vidéo, un deuxième enregistrement, de faire la grille d'analyse de cet enregistrement et de la regarder avec vous, évidemment, comme superviseur. Vous allez reprendre à nouveau le contrat d'apprentissage, compléter le bilan pour la fin du stage et vous allez voir, là, il y a une synthèse dans laquelle là, chacune des personnes impliquées reprend les points les plus importants, donc à la fois là, les forces, les acquis, les compétences de l'étudiant, qu'est-ce qui reste à travailler, les difficultés. Voilà. Et pendant les 13 semaines ici, bien sûr, le journal de bord on vous demande de commenter à chaque semaine. Donc, l'étudiant le complète, vous le remet, vous inscrivez votre commentaire et l'étudiant le transmet ensuite à son professeur de stage pour les 13 semaines. Et on vous demande également là, un bloc de supervision d'environ 2 heures par semaine. Oui, concernant le matériel d'enregistrement, les étudiants peuvent réserver à l'université, donc une caméra. Sinon, on demande à l'étudiant d'utiliser, s'il y a
parfois, il y a un portable qui appartient à l'établissement ou au milieu du stage. Il y a des étudiants qui ont utilisé cet équipement-là. Il y a des clés USB qui peuvent être cryptées également. On demande aux étudiants de ne pas utiliser leur téléphone cellulaire. On veut que l'entrevue soit détruite dès que l'entrevue est sur une clé USB. On demande aux étudiants de laisser l'entrevue ou l'enregistrement dans le milieu de stage pour idéalement une durée de 3 mois. On demande 3 mois parce qu'il pourrait arriver qu'un étudiant fasse une demande de révision de notes. Puis à ce moment-là, on aurait besoin là, de revoir l'enregistrement. Mais c'est important que tout ce matériel-là demeure dans le milieu de stage. Alors, je vais laisser Louise poursuivre sur les outils. Il y a déjà une question. Je vais juste revenir à vous. Je ne vous voyais plus, donc c'est difficile de vous suivre. Oui, alors, il y avait une autre question? Oui, je l'ai posée dans la conversation à côté, mais je peux la dire verbalement. Dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres modalités que les enregistrements pour les évaluations, dans le fond, vidéo? Parce que moi, je travaille en psychiatrie interne à l'urgence. Fait que nos patients sont souvent très méfiants, sont souvent pas disponibles non plus pour se faire enregistrer. Ça fait partie souvent de délire de penser qu'ils sont enregistrés ou filmés. Fait que je voulais juste voir dans mon contexte de l'hôpital, est-ce qu'il y avait d'autres modalités qu'on pouvait utiliser? Je peux répondre à ça. Bon, pour la question des modalités d'évaluation, il n'y a pas uniquement les enregistrements vidéo. Je vous dirais que tout le matériel que le stagiaire utilise en cours de stage fait partie, sont des outils d'évaluation. Alors, c'est autant le suivi qu'on peut faire à travers les jours d'Ownbar que la rencontre. Il y a une rencontre quand même mi-stage qui nous indique si le stage est sur la bonne route. Il y a le contrat d'apprentissage que vous complétez où vous avez des commentaires à faire et aussi un document de synthèse d'évaluation. Pour ce qui est des enregistrements, je vais vous dire, pour moi-même, ayant toujours travaillé en santé mentale, il y a, en tout cas, à ma connaissance, il n'est pas arrivé de situation, je comprends que c'est le contexte aussi hospitalier, de situation où il n'était vraiment pas possible de faire un enregistrement. À la limite, il y a des fois, cette année, pour des étudiants, ça a été des enregistrements audio, où est-ce que c'est qu'il n'y avait pas de caméra, de sorte que je pense qu'il s'agit de voir au fur et à mesure, il y a peut-être un client ou une cliente qui va se prêter à l'exercice. Alors, mais moi, depuis que je suis professeur de stage, c'est pas arrivé que ça soit absolument pas possible. Alors, mais il faut voir au fur et à mesure. Ça va? Alors, je continue à apporter quelques précisions au niveau du journal de bord. Je ne sais pas si vous, dans votre équipe de superviseurs, vous avez déjà été superviseur auparavant, mais l'École de travail social a modifié le journal de bord depuis, je pense, 2 ans. Alors, mais avant de vous expliquer le fonctionnement, je veux juste vous rappeler quels sont le but du journal de bord. Alors, essentiellement, c'est de permettre aux stagiaires de prendre une distance au niveau de ses apprentissages, de rendre ses réflexions plus claires et de pouvoir formuler son expérience, de la revoir, de la questionner, de mieux la comprendre et aussi de la dépasser. Alors, évidemment, le journal de bord est un outil d'échange entre le stagiaire et le superviseur. Alors, comme je vous ai indiqué, il y a maintenant la configuration du journal de bord. Il y a 5 niveaux qu'on demande de compléter aux stagiaires. Alors, le premier, c'est de faire vraiment une description assez succincte des activités, les principales activités qu'il a rencontrées, qu'il a réalisées durant la semaine. Le deuxième niveau est quels sont les apprentissages
qu'il a fait à partir de ces activités-là. Le troisième niveau, alors, c'est de présenter les bons coups, les difficultés rencontrées ou les défis qu'il a pu surmonter. Un retour, on demande de faire un retour réflexif, autant sur les problématiques qu'il a rencontrées, les échanges qu'il a eus avec vous ou avec d'autres collègues, un partage de vécu. C'est vraiment l'endroit où faire ce type de réflexion. Et un dernier niveau qui est de donner un aperçu sur son orientation, la planification de ses apprentissages pour la semaine à venir. Alors, on demande à ce que chaque semaine, il écrive le nombre d'heures de passées en activité. Je ne sais pas si les étudiants ont été informés parce que cette année, je recevais souvent des étudiants qui écrivaient 32 heures. Alors, j'étais un peu étonnée qu'au bout d'une semaine, ils fassent déjà du temps supplémentaire. Alors, finalement, ce n'était pas du temps supplémentaire, c'était l'heure de repas qui avait été indiquée. Alors, c'est pour donner paramètres pour faire en sorte qu'on ne s'attend pas à ce que l'étudiant fasse du temps supplémentaire en stage et que si ça se présente, il faut que ça soit pour des raisons vraiment reliées à des interventions et non pas parce que l'étudiant prend beaucoup de temps à faire ses notes d'évolution. Alors, si c'est ça qui est le problème, je pense qu'il va falloir prendre un autre angle que de faire du temps supplémentaire. Le journal de bord, on demande à ce que l'étudiant le fasse vraiment au maximum 2 pages. Et on demande aussi à ce qu'il puisse se réserver du temps pendant son temps de stage pour le compléter. Au niveau des commentaires du superviseur, il est important que ce soit une rétroaction signifiante et que ce n'est pas nécessairement un compte-rendu au professeur de stage. Alors, vos commentaires qui peuvent être succincts, peuvent valider les apprentissages réalisés par votre stagiaire, souligner son évolution, ses forces, les défis à travailler, les étapes à franchir ou bien les prochaines tâches à accomplir. Évidemment, le journal de bord peut être un outil à utiliser au niveau de la supervision. On attire votre attention à éviter certains commentaires qu'on retrouve, à force de passer le message, on en retrouve de moins en moins, mais on trouve important de le rappeler, d'éviter des messages peut-être un peu trop personnels du type bravo, champion ou championne, ou qui va comparer avec votre expérience de stage, de superviseur en termes tu es la meilleure stagiaire que j'ai eue jusqu'à maintenant, ou du type tu vas voir, ça va bien aller, tu as tellement une belle personnalité. Alors, de sorte que c'est important que les commentaires se structurent autour des apprentissages qu'ils sont en train de faire et beaucoup moins sur l'aspect plus je dirais, personnel ou qui vise un peu des commentaires, un peu comme si l'étudiant était sur un podium olympique et qui a gagné un concours, là. Alors, les étudiants sont déjà dans un processus bien souvent de performance et avec un bon niveau d'anxiété. Alors, si dans nos commentaires, on peut s'éloigner de cette atmosphère-là, ça peut être vraiment aidant. Tel que mentionné, les professeurs de stage prennent connaissance du journal de bord de façon assidue. Au début du stage, ils peuvent réagir, envoyer un courriel à l'étudiant, au stagiaire et au superviseur, simplement pour indiquer si l'utilisation est sur la bonne voie.
mais en cours de route, le professeur de stage va vraiment prendre connaissance, va lire le journal de bord, mais interviendra pas au niveau de l'échange, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment particulier. Alors, le but est vraiment pas de juger les commentaires du superviseur, mais vraiment que le professeur de stage peut être témoin de l'évolution du stagiaire. Est-ce que ça va pour l'utilisation du journal de bord? C'est bien. Alors, on peut passer à la prochaine étape. Moi, alors, les rencontres... Oui, oui. J'avais levé ma main, mais je pense que vous m'avez pas vu. Non, excusez. Allez-y. Ma question, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur le temps supplémentaire. Là, moi, je suis en protection, puis on fait beaucoup de temps supplémentaire. Oui. C'est un mode de vie. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Est-ce que on encourage la stagiaire à quitter à 4h30, même si nous, on ne quitte pas? Est-ce qu'on l'encourage à juste mener l'expérience de travailler ce rythme-là avec ce que ça implique de récupérer nos heures dans la semaine ou dans la semaine suivante? Parce que moi, je trouverais ça plate aussi des fois de la priver de l'expérience qu'on... Je dis pas que les heures supplémentaires, ça fait partie, mais c'est parce que des fois, il y a des interventions d'urgence, tout ça, où ils peuvent faire des apprentissages aussi. Si on leur dit, ah, ben c'est plate pour toi, tu viendras pas, il est 4h30, bye. Là. Mais non, comment on gère ça? Oui, ben écoutez, comment on gère ça? Je vous dirais, ça relève beaucoup, je ne veux pas vous mettre ça en rajouter sur vos épaules, mais je me sers vraiment de votre jugement. Et comme j'ai dit tantôt, il faut que les heures supplémentaires soient justifiées. Dans le sens où, bon, l'exemple qui vient en tête, c'est bon, un étudiant qui prend beaucoup de temps pour faire ses notes d'évolution et qui va dépasser l'heure du 4h30. Il va indiquer, je ne sais pas moi, 2 heures de temps supplémentaire. Le problème, c'est des choses qui se sont déjà présentées. Le problème, là, c'est vraiment la question de comment faire les notes d'évolution dans un temps un peu plus réaliste. Mais quand il s'agit de situations d'intervention, moi, je n'ai pas de problème là-dessus, là, que ça dépasse le 4h30. Il faudrait juste voir de quelle façon l'étudiant peut reprendre son temps et avoir un assouplissement au niveau de son horaire. D'ailleurs, c'est une situation que j'ai rencontrée cette année avec une étudiante en protection de la jeunesse et qui récupérait son temps à un moment donné, là. Merci. Alors, les rencontres de supervision... Il y a d'autres mains levées. Ah, excusez. Ah, OK. Oui? Ben, en fait, moi, c'est ça, je voulais savoir. Moi, je me demandais si, tu sais, comme moi aussi, je suis en protection, puis on a souvent des codes de soir, etc. Ça vous va si, tu sais, mettons, on l'a fait travailler, ben, on l'a fait travailler, c'est sûr, mais elle travaille le soir, puis le lendemain matin, elle reprend son temps. Ça vous convient qu'on fasse ça comme ça? Il n'y a pas de problème? Oui. Okay, parfait. Merci. Peut-être le seul petit bémol que je pourrais vous dire, c'est que les étudiants sont en stage à 35 heures, plusieurs travaillent. C'est juste de bien doser là, au niveau des heures supplémentaires en considérant ces dimensions-là aussi. Puis de voir dans les dossiers où ils vont être impliqués parce qu'on souhaite qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans le 13 semaines. Donc, on s'attend que après la mi-stage, plus vers la fin du stage, où là, ils vont avoir des dossiers qui vont suivre d'une façon plus autonome. Donc là, je pense que oui, effectivement, qu'il y a des urgences dans les dossiers dans lesquels là, ils ont une responsabilité. Oui, ils devraient normalement là, faire s'il y a une urgence, puis si c'est en soirée, ils devraient vous suivre là-dedans. Non. Est-ce que tu... OK, bon.
Alors, les rencontres de supervision, on a mis sur le PowerPoint les principaux éléments que je vais aborder. Alors, la supervision formelle est d'une durée approximative de 2 heures, qui est un temps d'arrêt qui se complète par la supervision dans le quotidien ou dans l'action. La supervision, la régularité des rencontres deviennent une période et un lieu d'ancrage pour le stagiaire afin qu'il puisse consolider ses apprentissages. La dimension professionnelle de la supervision est ainsi requise. Il est important que le superviseur et le stagiaire s'entendent sur le fonctionnement de ces rencontres, sur leurs besoins et attentes mutuelles. On suggère fortement que le stagiaire prépare un ordre du jour qui sera complété par le superviseur. On vous suggère de tenir un dossier de supervision. Ça peut être fait de façon quand même assez simple, où vous écrivez la date de supervision, brièvement le contenu qui a été abordé, quelques notes sur le processus d'apprentissage, les progrès, les difficultés et les stratégies proposées. On vous suggère aussi de conserver les courriels d'échange que vous avez eus avec votre stagiaire. Cette documentation-là va vraiment vous aider à compléter les documents autant au niveau de la mi-stage qu'en fin de stage. Et ça peut être aussi très utile dans toute situation qui peuvent se présenter où le contexte peut être un peu plus litigieux. On tient à rappeler que des éléments qui sont confidentiels, tous les éléments des outils de stage sont confidentiels, à savoir le contenu des supervisions et du dossier du stagiaire, les journaux de bord, les enregistrements vidéo et le contenu de tout autre outil. Évidemment, on doit lever la confidentialité s'il y a un comportement à risque face à la clientèle ou s'il y a un manquement au niveau déontologique, autant au niveau de l'ordre que des règles de fonctionnement au niveau du milieu de stage. On vous rappelle que si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à contacter le professeur de stage plutôt que de consulter un collègue. Le stagiaire, dans le contexte de ses apprentissages, a droit au respect et à la confidentialité. On insiste sur cet aspect afin d'éviter que la personne stagiaire présentant des difficultés de tout ordre devienne un sujet de conversation de corridor, bien qu'il doit y avoir moins de corridors dernièrement, et subissent là, certains préjudices. Alors, je rappelle la question du 2 heures par semaine, c'est approximativement, on tient beaucoup à ce que, on comprend que dans le feu de l'action, votre charge de travail, il y a beaucoup de partage qui se fait au fur et à mesure, mais on trouve important qu'il y ait un temps d'arrêt où vraiment il y a une bulle qui s'installe entre vous et votre stagiaire pour vraiment plus ancrer les apprentissages qui ont été faits durant la dernière période ou durant la semaine. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour cette dimension-là? C'est beau? Non, il n'y a pas de main. Alors, nous passons à la supervision. Alors, ça illustre bien que la supervision, le stagiaire peut avoir beaucoup de questions tout entremêlées et votre rôle est de patiemment démêler le tout. Ce n'est pas nécessairement tout le temps mêlé, mais de sorte qu'il faut quand même prendre le temps de faire l'échange. Vas-y. Ah, OK. Ah, ben, c'est moi qui continue parce qu'on a un petit imprévu technique. Alors, la diapositive, c'est qu'on vous demande finalement, quand on parle de supervision, qu'est-ce qui vous interpelle spontanément? Quelle image, quel mot vous vient spontanément?
Et on vous demande de l'écrire tout simplement en clavardage. La réponse. Apprentissage, oui. Partage, réflexion, oui. Accompagnement, oui. C'est une dimension que nous allons aborder. Transfert des apprentissages, partage, partenariat, oui. Ben, c'est bien. C'est vraiment des termes que nous allons aborder avec vous. Je vous donne quand même une définition plus formelle là, de la définition et par la suite, on va y aller de façon peut-être un peu plus approfondie. La supervision est un processus d'échange, d'analyse et de réflexion. Alors, on retient bien les termes échange, analyse, réflexion sur la pratique d'activités professionnelles visant le développement et le maintien de compétences du stagiaire. Elle a d'une certaine façon une visée de protection du public en s'assurant de préparer dans un environnement sécuritaire de futurs professionnels à réfléchir et à exercer la pratique du travail social. Alors, la supervision est basée sur une relation interpersonnelle entre un professionnel d'expérience et un stagiaire. Elle requiert, c'est un élément important à retenir, elle requiert la participation active du stagiaire. Il s'agit donc d'un travail planifié, dirigé, qui offre un soutien continu et constructif aux stagiaires. Évidemment, il y a une attention qui est portée sur les émotions vécues dans les situations d'apprentissage et d'intervention dans une visée où le stagiaire prend de plus en plus conscience de sa façon d'être en intervention et son identité professionnelle. Évidemment, pour le superviseur, d'une façon, je dirais, collatérale, c'est un échange qui lui permet de revisiter et de questionner sa pratique. Dans la littérature, on a retrouvé à plusieurs reprises un contenu qui relatait que pour plusieurs auteurs qui soulignent le fait que le superviseur peut tendre à répéter plusieurs éléments qui l'ont influencé durant sa propre expérience comme stagiaire. Alors, je pense qu'il est intéressant d'en prendre conscience, de se questionner et que vous puissiez vous positionner sur ce que vous souhaitez transmettre à votre stagiaire. Une dernière chose, c'est un rappel. Vous faites peut-être de la supervision selon différentes modalités, peut-être à deux. Je ne sais pas si vous avez deux stagiaires. Je vous invite à retourner. Il y a des capsules qui ont été faites au préalable et on a développé sur, je vous dirais, peut-être les angles morts qui ont attrait à chacune des modalités de supervision. Maintenant, nous allons passer à des aspects peut-être, je dirais pas peut-être, qui sont un peu plus approfondis au niveau de la supervision. Alors, les aspects essentiels de la supervision. Alors, je vais partager avec vous des réflexions au niveau de la relation superviseur-stagiaire, le contexte de pratique et la question des actions principales au niveau de la supervision, qui est de transmettre et accompagner. Vous savez, vous êtes à quelques semaines de recevoir votre stagiaire. Évidemment, vous recevez des stagiaires qui ont une certaine expérience de vie, qui ont pour la plupart ils ont tous un bac en poche. Alors,
Évidemment, ce n'est peut-être pas le même niveau d'anxiété que peuvent avoir des finissants du bac, mais il en demeure pas moins que tous les stagiaires ont une préoccupation première qui est: est-ce que je vais bien m'entendre avec mon superviseur? Est-ce que ça va bien se passer avant mon stage? Est-ce qu'on va être sur la même longueur d'onde? Alors, c'est pour vous dire que l'aspect de la relation avec vous est très important dans le processus d'apprentissage. Si on regarde l'aspect de leur relation, ben, il ne faut pas se surprendre que, comme toute relation humaine, la relation superviseur-stagiaire est une relation complexe. Alors, il faut être vigilant pour ne pas oublier certains angles morts et de réaliser que vous pouvez amener à vivre une très grande proximité avec votre stagiaire, mais que cette proximité-là doit préserver un espace, une distance qui est nécessaire à l'exercice de vos responsabilités et qui est nécessaire à donner l'espace à votre stagiaire pour qu'il puisse faire ses apprentissages. Vous devez aussi réaliser que vous ne vous connaissez pas. Que vous avez choisi, vous vous êtes choisi mutuellement, mais que dans le fond, vous ne vous connaissez pas et que vous ne pouvez rien prendre pour acquis, surtout dans les premières semaines. Alors, je vous dirais qu'il y a une certaine réserve à avoir au début. Et particulièrement au niveau du partage, vous allez être surpris là, du commentaire, mais si on en vient à vous le partager, c'est qu'on a trouvé important de le faire par des expériences antérieures. On vous demanderait d'avoir une certaine réserve à partager vos opinions personnelles. Si vous avez des opinions peut-être un peu plus arrêtées, je dirais, ou par des expériences, je ne sais trop. Je vous donne un exemple au niveau des communautés homosexuelles et que vous exprimez que vous n'êtes pas à l'aise ou que vous ne voulez pas avoir une pratique auprès de cette communauté et que, sans le savoir, vous vous retrouvez avec une stagiaire homosexuelle. Vous pouvez imaginer le malaise que peut ressentir le ou la stagiaire. Alors, de sorte que je pense qu'il ne s'agit pas de surprotéger, mais peut-être prendre le temps de vous connaître mutuellement et de voir le terrain d'entente. Donc, et je prends la peine de vous redire parce que c'est des situations qu'on a vécues et que des mises au point ont dû être faites en tout début de situation de stage là, dans les dernières années. Alors, donc, la relation superviseur-stagiaire, c'est une relation professionnelle où l'on retrouve les composantes de la relation d'aide. Alors, écoute, ouverture dans la communication, engagement, disponibilité et intérêt soutenu dans la progression des apprentissages réalisés par le stagiaire. Alors, je parle d'engagement, c'est une relation qui comporte un engagement de votre part sur la tâche, c'est-à-dire sur les apprentissages que l'étudiant doit réaliser et aussi sur l'établissement d'un environnement où le stagiaire se sent en sécurité et en confiance, élément de base pour le développement de son autonomie. C'est une relation qui demande à être attentif au style d'apprentissage du stagiaire et à votre propre style. Alors, je précise, si vous êtes du style très actif, qui passez facilement à l'action et que vous êtes assez rapide sur vos patins et que vous vous retrouvez avec un stagiaire qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de beaucoup d'explications. Alors, il peut arriver que vous ayez besoin d'un ajustement de part et d'autre pour être capable de soutenir votre stagiaire dans ses apprentissages.
C'est une relation qui demande à être sensible au fait que le stagiaire fait, j'en ai parlé tantôt, un apprentissage sur lui-même, qui peut être confronté pour la première fois à des réalités de la pratique ou qui le ramène parfois à un vécu plus douloureux. Le stagiaire peut avoir besoin de parler, de se confier, d'où l'importance du soutien affectif. Toutefois, vous n'êtes pas le thérapeute. C'est important de le préciser. Vous n'êtes pas le thérapeute de votre stagiaire. Vous ne faites pas d'intrusion dans sa vie personnelle. Vous référez. Il y a des services d'aide aux étudiants qui soutiennent très bien les stagiaires qui rencontrent des difficultés dans leur parcours académique. Alors, vous nous contactez, les étudiants reçoivent régulièrement des informations à ce niveau. Alors, il est vraiment préférable de référer l'étudiant pour ces aspects-là afin que vous puissiez vous concentrer sur les apprentissages à réaliser, qu'il doit réaliser. Vous n'êtes donc pas non plus une amie ou dans une relation de grande familiarité où le focus sur les apprentissages peut être perdu de vue. À cet égard, nous n'encourageons pas, avec les années, on a dû apporter cette précision-là. Nous n'encourageons pas le développement de relations intimes. D'ailleurs, les superviseurs, tous les superviseurs reçoivent une lettre du département de l'école à l'effet que si cette situation se produit et qu'il y a une relation intime qui se développe, nous voulons en être avisés. Et évidemment, il va y avoir une réflexion et des échanges à avoir concernant la poursuite du parcours de stage dans votre milieu de stage. Ces précisions étant faites, ça m'amène à souligner le fait que la relation superviseur-stagiaire est une relation d'autorité. Si on prend l'étymologie du mot superviser, il s'agit de supervidere. Alors, de sorte que c'est porter un regard supérieur, et on s'entend bien que supérieur ne veut pas dire prétentieux, mais beaucoup plus de donner un avis éclairé par une personne d'expérience qui surveille et qui veille. Alors, il y a un aspect d'avoir une certaine maîtrise sur la situation et aussi je pense que c'est un terme qu'on emploie beaucoup actuellement, qui veille et donc qui porte un regard bienveillant sur tout le processus qui est en cours. Le superviseur se trouve donc en posture d'autorité en utilisant ses expériences et savoirs au service du stagiaire. Il y a donc une dimension pédagogique qui se trouve à y être intégrée. Il y a donc une nuance à avoir entre avoir une autorité et à être autoritaire, qui est vraiment un aspect qui n'a pas sa place dans un processus là, de supervision. En résumé, il s'agit donc d'une relation qui s'établit dans une distance suffisante et qui est suffisamment chaleureuse afin de permettre l'accompagnement dans les apprentissages. Il revient au superviseur de rappeler les frontières de cette relation. Alors, c'était les considérations au niveau de la relation. J'enchaîne au niveau du contexte de pratique. Nous avons dit précédemment que le stagiaire est le premier responsable de ses apprentissages et quand il doit s'intégrer au milieu de pratique. Alors, il y a quand même besoin de votre soutien pendant cette période qui est quand même déterminante dans cette première étape du stage. Alors, il est aussi important que vous puissiez introduire votre stagiaire aux membres de votre équipe. Informer votre stagiaire de l'horaire des réunions, des politiques et procédures, de la clientèle. Bon, ça a peut-être été fait dans votre rencontre pré-stage, mais il y a peut-être des précisions à apporter. Les services offerts, donnez-lui accès aux documents importants, les organigrammes, si il est nécessaire
de situer qui fait quoi dans votre milieu, les formulaires les plus fréquemment utilisés, les textes de base qui peuvent l'aider à bien se situer au niveau des interventions. Utilisez votre jugement sur le partage des conditions de travail, les conflits possibles qu'il peut y avoir dans votre équipe ou les tensions qui ont pu se produire. En vous rappelant que le stagiaire a de fortes chances de se présenter avec beaucoup d'enthousiasme en début de stage. Évidemment, il ne s'agit pas de cacher les éléments de réalité de la pratique, mais d'y aller graduellement et aussi de permettre aux stagiaires de lui laisser l'opportunité de faire son propre jugement sur le milieu de pratique. Une dernière chose, offrir des situations favorisant l'apprentissage, alors d'y aller graduellement, de faire une variété de situations et de se rappeler que l'étudiant a besoin dans ses apprentissages de sentir qu'il acquiert peu à peu un certain niveau de compétences. Je ne sais pas si actuellement ça peut être un élément à considérer, mais en tout cas, je vous le dis parce que dans un contexte de stage hors pandémie, c'est une dimension qui est importante de jauger, de faire un équilibre entre la participation à des réunions, les comités, les formations et les apprentissages dans la pratique, dans les interventions. Parce que des fois, il peut y avoir beaucoup d'activités intéressantes que l'étudiant veut s'inscrire ou veut s'inclure et à un moment donné, il peut se trouver en cours de route qu'il n'a peut-être pas fait suffisamment d'intervention ou pris en charge suffisamment de suivi et que là, on se précipite à faire un réajustement. Alors, il faut qu'au fur et à mesure qu'on ait un œil vigilant sur un rapport, je dirais, équilibré entre les activités de co-développement, de réunion et les apprentissages terrain qu'il doit faire. Dernière dimension qui est de transmettre et accompagner. Vous savez, dans les dernières années, on mettait beaucoup l'accent sur l'accompagnement. Et à un moment donné, on a réalisé que la question de la supervision, ce n'était pas uniquement une question d'accompagnement, mais c'était aussi de transmettre, compte tenu que vous êtes dans une posture d'avoir votre expérience de travail. Alors, ce n'est pas seulement d'être à côté ou derrière le stagiaire, de lui dire « vas-y, t'es capable », mais que vous avez quand même des réflexions et de votre expérience à partager. Pour faire une distinction, j'aime toujours retourner aux dimensions plus étymologiques. Transmettre, alors c'est remettre à l'autre, porter à l'autre ses connaissances, ses expériences, alors qu'accompagner, il s'agit d'aller avec, aller vers, être présent dans ce qu'il vit, dans ses expérimentations et être disponible. Alors, la transmission et l'accompagnement est un processus évolutif dans le temps, mais il n'est pas nécessairement linéaire. Et il dépend parfois de la complexité des apprentissages en train de se réaliser. Alors, il s'agit plus d'un mouvement d'ensemble où habituellement on passe d'un encadrement, donc d'une transmission à une plus grande autonomie, afin que le stagiaire, en finalité, développe la capacité d'auto-évaluer sa pratique et atteindre un premier niveau de compétence professionnelle. Donc, généralement, je dis bien généralement, plus le stage avance, plus le superviseur se trouve dans une posture d'accompagnement.
Mais ça n'en fait pas une vérité absolue. Il peut y avoir des fois des situations un peu plus complexes où vous vous retrouvez dans une posture plus à transmettre. Alors, il s'agit plus d'être attentif à ce que ces deux dimensions-là soient présentes dans dans le contexte de la supervision. Évidemment, la qualité des échanges demeure dans ces deux postures. On s'attend donc à ce que le superviseur soit en mesure de donner des explications et d'être questionné par le stagiaire et vice-versa. Finalement, ce sont les postures extrêmes qui sont à éviter, voire à proscrire. Alors, c'est-à-dire un stagiaire qui doit reproduire telle quelle la façon de faire du superviseur versus le stagiaire qui est laissé à lui-même et n'ayant pas de point de repère. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple, mais c'est vraiment ces deux extrêmes-là qui, pour nous, ne sont pas recevables là, dans un contexte de supervision. Une mise au point qui est importante pour vous qui êtes superviseur, pour des étudiants à la propédeutique, ce qui est attendu est que le stagiaire soit autonome dans des situations relativement simples. Alors, si en cours de route, votre stagiaire se trouve à développer un niveau d'autonomie dans des situations complexes, il va dépasser les attentes du stage. Alors, de sorte que ce qui est visé, c'est que vraiment, ce soit une autonomie dans des situations d'intervention simple. Je vois qu'on a une question de Myriam Legault-Lamontagne. Oui, Myriam, je la vois. Ma question, c'est par rapport à la supervision clinique. Nous, on a de la supervision clinique. Est-ce que quand la personne est autonome dans son dossier, elle se réfère à nous ou à notre superviseur clinique en tant que team? Ou comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes en protection de la jeunesse, je pense? Oui. Non? Oui, c'est ça. J'ai eu justement des stagiaires qui, effectivement, allaient voir à la fin de leur stage, c'est un ACP que vous appelez, hein? C'est cette dénomination-là que vous prenez? Non, nous, c'est superviseur en activité clinique, c'est une SAC, en fait. OK. Et nous, Bien, toutes nos oui, décisions d'implémentation doivent passer par la SAC, là. OK. Mais oui, c'est possible, mais vraiment vers la fin du stage, de préférence. Mais je pense que pour la très grande majorité du stage, la supervision, je veux dire, le retour du stagiaire sur ses interventions se fait avec vous. OK, merci. Est-ce que il y a d'autres, vous avez des réactions par rapport au contenu, aux précisions qu'on vous a apportées? Vous savez, ces réflexions-là sont le fruit évidemment de la documentation qu'on est allé chercher, mais aussi d'une mise en commun évidemment d'expérience de supervision, mais aussi d'expérience au niveau de l'ensemble de l'équipe des professeurs de stage. Est-ce que ça va pour vous? Oui, bon, alors, écoutez, on prend une pause. Est-ce que ça vous convient, une pause de 10 minutes? Et on vous revient pour la suite, les stratégies de supervision. Alors, bien, à tantôt. Là, je vais fermer.
Ah oui, OK. OK. Est-ce que je commence? Est-ce que tout le monde est de retour? Oui, j'aurais juste à faire une petite question là, pour Mme Grenon, Mme Rondeau. Dans le fond, moi et Sylvie, dans le fond, on est deux qui vont accompagner, dans le fond, une stagiaire. On aimerait ça prendre un petit temps avec vous par la suite, là, juste pour un peu clarifier là, nos rôles, voir si vous pouvez peut-être pas un petit peu nous apporter un peu de Bien sûr. temps sur comment tout ça. Fait que Ouais. j'ai juste pensé à nous garder un petit peu de temps à la fin là, pour moi. Ah, parfait. Merci. OK, c'est bien. Ah, OK, c'est bon. Là, je voulais juste vous dire que habituellement, ma chère Sonia est là pour me guider les mains levées, mais elle avait de la difficulté. Alors là, je vais voir les mains levées. Peut-être qu'elle va pouvoir les voir au niveau de, de son cellulaire. Ça ne fonctionne pas. Alors, ben, je vous demande juste votre patience parce que je n'étais pas habituée à parler à un écran, puis avoir des mains levées. Il y a Myriam Myriam, est-ce que c'est une ancienne Non, main? c'est une vieille main. C'est une vieille main? OK. C'est bon. Alors, on peut reprendre? Alors, je vais regarder avec vous quelques stratégies de supervision. Écoutez, ce sont des stratégies que vous connaissez parce que ce sont des stratégies que vous pratiquez dans votre travail à tous les jours et qui s'appliquent aussi dans le contexte de supervision, mais évidemment d'un angle différent et ben, de prendre le temps aussi de les considérer, d'y réfléchir, fait en sorte que je pense que ça laisse une empreinte et que quand dans vos échanges, vous allez réaliser ce que vous avez besoin ou ce que votre stagiaire a besoin pour soutenir son apprentissage. Alors, je vais faire des présentations, puis en cours de route, on a fait des petites capsules pour illustrer des vignettes qu'on a faites de notre cru. Et là-dessus, vraiment, soyez indulgentes. Je vous raconterai pas comment on a pu faire ça, mais on les a quand même, on est bien content de les avoir réalisées. Alors, ah oui, c'est quasi jadis. On a fait ça au début de la session en septembre. Vous allez voir de toute façon par nos vêtements que ça fait déjà un bout de temps. Alors, la rétroaction. Alors, écoutez, la façon que le PowerPoint est fait, on a écrit les principaux aspects et puis, bon, je vais à vous partager le contenu. La rétroaction, votre stagiaire est sûrement en attente de recevoir de la rétroaction. La plupart en demandent et en redemandent énormément. Je pense cette année, je pense le summum que j'ai eu, une étudiante qui avait justement 2 superviseurs et qui les superviseurs lui donnaient vraiment dans son journal de bord des commentaires vraiment intéressants. Et moi, quand je prends connaissance des journaux de bord sur Module, alors quand j'en prends connaissance, à un moment donné, j'écris seulement lu pour dire que j'ai lu et l'étudiante m'a envoyé un courriel en me disant « Ça serait bien que vous fassiez aussi de la rétroaction. »
Alors là, je lui ai dit, écoute, ma belle, déjà avec 2 superviseurs, vas-y avec le contenu que tu as et on verra comment, on verra pour la suite. Alors, c'est une étudiante bien intentionnée, mais qui voulait vraiment tout prendre qui était possible. Alors, les stagiaires sont donc très perméables à la rétroaction, de sorte que la rétroaction doit être juste et réfléchie. L'information que vous donnez et que vous avez analysée et notée cible l'évolution du stagiaire dans la réalisation d'une tâche ou un aspect particulier de la pratique ou d'une intervention. Alors, le but de la rétroaction est de réduire l'écart entre l'endroit où se situe l'étudiant dans sa progression et où vous souhaitez ou qu'il soit souhaitable qu'il puisse se rendre. La rétroaction, on vous partage 4 principes fondamentaux de la rétroaction, à savoir qu'elle soit spécifique, sélective, constructive, évidemment, et ouverte à la discussion. Il me semble qu'on la mettait après. Ah. Bon, je pense que vous êtes capable d'attendre pour voir la capsule, parce que là, notre synchronisation ne fonctionne pas tout à fait, là, mais c'est parce que la capsule va illustrer l'aspect spécifique de la rétroaction. Alors, la rétroaction est plus efficace si elle concerne un but spécifique. Le but peut être relié à un seul aspect, une seule étape d'une démarche ou d'un projet. Alors, il faut morceler les tâches et fixer un but à chaque étape. Alors, on vous transmet la petite vignette sur la spécificité. Oui, veux-tu qu'on fasse un retour sur ton intervention à domicile que tu as fait chez Mme Grenon? Oui, ben, si tu veux, là, moi, j'ai pas trouvé que ça a bien été. J'ai tellement bafouillé, le chien jappait, mon cellulaire a sonné, là, ça n'a vraiment pas bien été. OK. Ben, c'est vrai, il y a différentes petites choses à regarder, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on regarde ensemble la façon que tu te présentes et aussi comment tu présentes ton rôle. Je pense que quand tu vas maîtriser ça un petit peu plus, tu vas être plus confiante et tu vas pouvoir faire d'autres interventions là, sur les autres aspects. Qu'est-ce que c'est que tu en penses? Oh, vraiment, on peut regarder ça. Peut-être que je vais être plus à l'aise au début de l'entrevue. Parce que je te ferai remarquer que ton entrevue s'est quand même bien passée. Et quand tu as terminé, la dame elle avait l'air souriante, elle a hâte à son prochain rendez-vous. Alors, des choses à améliorer, mais ça s'est bien passé. Bon. OK, je vais le prendre. Oui, je... Ça va? Est-ce que vous entendiez bien la capsule? Oui? OK. Alors, vous voyez que c'est quand même, notre vignette est quand même relativement simple, mais on voulait quand même illustrer que souvent les stagiaires vont se présenter que ça a mal été, j'ai rien compris, de sorte que avant de faire un constat du gros échec que parfois les étudiants peuvent faire, de cibler un aspect, surtout en début de stage, là, c'est une vignette qui concerne vraiment, on commence d'abord à comment on se présente, comment on présente le but de la rencontre. C'est un aspect qui est important à maîtriser en début de stage, alors de sorte que tout le reste, on réserve ça pour plus tard dans le processus d'apprentissage. Alors, c'est ce qu'on voulait illustrer. Alors, l'aspect sélectif de la rétroaction
Alors, c'est important de donner à l'étudiant une rétroaction sur un petit nombre d'aspects reliés à la matière. Si vous donnez trop, vous en donnez trop à la fois, il va se sentir dépassé et il y a aussi des chances pour qu'il ait l'impression que rien ne va plus et que finalement, dans votre désir de modifier des choses, ça soit plus contre-productif et que ça alimente le sentiment bon, je ne dirais pas nécessairement d'échec pour l'étudiant, mais qu'il va peut-être vivre plus de découragement que d'encouragement, et c'est quand même pas le but de l'exercice. Alors, de sorte que s'il y a beaucoup d'informations, il risque d'avoir une surcharge et que l'apprentissage se fait moins bien. Alors, une autre petite vignette. Il n'y en a pas? Oh, excusez. Bon, alors, je pensais qu'il y avait une vignette, mais il n'y en a pas. Alors, ben, on peut se servir quand même de la précédente, de sorte que de se concentrer sur la façon qu'elle s'était présentée, comment elle maîtrise l'explication du but de la rencontre. Et non pas d'ajouter comment elle aurait pu intervenir sur demander à ce que le chien soit mis dans une autre pièce, de sorte que, ou de regarder avec elle quel était le but de la rencontre, c'était c'était un formulaire à compléter ou pas, de sorte, je dirais qu'en début de stage, c'est vraiment de permettre à l'étudiant de maîtriser la façon qu'il se présente et aussi le rôle qu'il tient dans l'intervention et minimalement le but de la rencontre. Alors, si ces aspects-là sont clairs, c'est important de ne pas en rajouter d'autres pour cette étape-là. Alors, il faut garder en tête, pour l'aspect constructif, garder en tête que la rétroaction a pour but d'aider l'étudiant à s'améliorer. Elle doit donc être honnête, et l'étudiant doit aussi sentir que vous croyez qu'il peut s'améliorer. C'est quand même un aspect important. Alors, soyez ouverts à la discussion. La rétroaction ne peut fonctionner que si l'étudiant la comprend et l'accepte. En acceptant qu'il réagisse, vous questionne sur la rétroaction, vous lui permettez d'éclaircir et donc de mieux comprendre ce qu'il n'a pas compris, s'il y a des aspects qu'il n'a pas compris. Alors, c'est aussi une preuve de respect et d'encouragement et ben aussi, il peut y avoir dans le processus d'échange de réaliser qu'on ne détient pas toujours toute la vérité. Quand doit-on donner de la rétroaction? Il faut donner de la rétroaction quand même assez rapidement dans le processus de stage. Alors, il faut pas, faut donc pas faire la rétroaction quand il reste 1 ou 2 semaines de stage. Parce que l'étudiant n'aura pas le temps de se réajuster et il risque de rester en suspens et avec des questions et un sentiment un peu d'être à côté de la traque. Alors, dès le début de stage, je pense que c'est important de s'appliquer à donner le plus de rétroaction possible. Il est important de se baser sur des faits, sur les comportements observés et d'éviter la rétroaction, que la rétroaction soit basée sur des déductions, des suppositions ou des interprétations. Alors, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des impressions, mais à ce moment-là, je pense qu'il faut peut-être les mettre en réserve et de vérifier par la suite si, à partir de faits, vos impressions se concrétisent. Donc, il y a des petites choses que je pense qui peuvent être utiles d'utiliser la formule « tu pourrais la prochaine fois » au lieu de « tu n'aurais pas dû faire telle chose ». Vraiment, de laisser la porte ouverte et de dire ben, tu vas pouvoir te reprendre la prochaine fois ou même poser la question « comment tu penses te reprendre la prochaine fois ». Alors, c'est vraiment
ça te donne beaucoup plus un air d'aller que de dire, ben, tu n'aurais pas dû te prendre de cette façon-là. Éviter les mots toujours, jamais, les absolus. Alors, apporter beaucoup de pondération, de nuances. Et une dernière chose, vous savez, il y a j'ai relevé toute une littérature sur ce qu'on devrait de faire ça peut aller loin, là, la rétroaction, y ajouter nécessairement un aspect positif avant, la rétroaction quand il faut corriger des certaines interventions. Moi, j'en suis venue à la conclusion que le superviseur utilise son jugement et que si l'aspect fondamental est vraiment qu'il faut faire une rétroaction pour vraiment que l'étudiant puisse réorganiser son intervention, mais allez-y avec ça et il n'y a peut-être même pas nécessité de conclure par un aspect plus positif de dire ben ça n'empêche pas que ça s'est bien passé. Je vous dirais ça dépend beaucoup de l'intensité de la rétroaction que vous voulez apporter. Par exemple, justement, une stagiaire qui aurait de la difficulté à diriger une rencontre ou est-ce que c'est qu'il n'y a aucune intervention, ben, il y a lieu de faire une rétroaction sur les moments où il y aurait eu lieu de faire une rétroaction. Et je pense que c'est un aspect qui est fondamental dans le processus du stage. Alors, voilà pour la rétroaction. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va? OK. Alors, hop, une petite main. Oui? Ah, OK, c'est bien. Alors, les rôles du questionnement. Le questionnement, c'est ici qu'on va avoir plus de vignettes. Le questionnement est fort utile lorsque l'étudiant est dans un espace de nouveauté, d'acquisition de savoir et d'expérimentation. Moi, je traduis ça aussi d'une autre façon. Il peut arriver que l'étudiant adopte une posture où il vient déposer sur votre bureau toutes ces questions et que vous vous retrouvez dans une posture où vous travaillez beaucoup à répondre aux questions. Alors, puis comme toute bonne travailleuse sociale, on veut aider, on veut soutenir et on se retrouve à la fin d'une supervision, on est bien content, tout le monde est bien content, on a répondu à la question, mais vous êtes déjà, je ne dirais pas à moitié morte, là, mais c'est déjà une bonne avant-midi de passé et que il y a peut-être un équilibre à avoir ou à partir des questions qui vous sont posées, que vous relancez différemment les questions à votre stagiaire, de sorte que le travail se fait de part et d'autre entre vous et votre stagiaire. Alors, une autre façon de dire que vous devez aussi faire travailler votre stagiaire. Alors, pour le faire travailler, je vous dirais, il faut lui rappeler les savoirs acquis, de sorte qu'il n'arrive pas les mains vides à son stage, surtout en propédeutique, ils ont quand même des connaissances, ils ont une expérience de vie, ils ont souvent une expérience de travail, alors ils ne partent pas de rien. Alors, il faut poser des questions pour faciliter de faire des liens et préciser les éléments à acquérir. Je pense que la vignette va bien présenter là, les éléments que je viens de vous expliquer. Oui, Fiona. Alors, tu arrives de ta visite à domicile chez la famille Afghane? Oui, c'est la première fois que j'allais les rencontrer. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas trop, Louise, mais la première chose, je trouvais ça bizarre. Je suis arrivée, puis les enfants n'étaient pas là, mais tous les lits étaient dans le salon. Les 5 enfants sont dans le salon. Donc, je ne sais pas, c'est la première fois que je voyais ça, là, 5
petit matelas. Ça m'a fait drôle, mais j'étais tellement mal à l'aise. J'ai pas posé de questions. J'ai laissé ça comme ça. Ils m'ont invité à m'asseoir à la table. Puis là, je posais des questions à la mère. Je m'adressais souvent à elle. Puis elle était très discrète, silencieuse. Elle regardait toujours son mari. Puis il parlait toujours pour elle. Là, je mettais l'emphase en la regardant encore plus. C'est toujours lui qui répondait à mes questions. Là, je ne savais pas trop comment prendre ça. En plus, ils parlaient dans leur langue, je ne comprenais rien. Je suis revenue, il était quand même souriant. Je pense que le contact était. J'ai réussi quand même à créer un peu de contact, mais je trouvais ça vraiment difficile. Oui, différentes choses. J'étais en train de penser, tu as dû certainement suivre à l'université cours sur l'intervention interculturelle. Oui. Oui, bon, des braves il faudrait vérifier, mais que la question des enfants qui dorment tous par terre ensemble, il y a peut-être un élément de leurs habitudes de vie des habitudes qui ne correspondent pas à nos critères, mais ça ne veut peut-être pas dire que c'est pas correct. Oui, puis la dame qui ne s'exprime pas, tout simplement, il faudrait vérifier si elle parle français. Il y a des fois où c'est un des deux du couple qui ont accès à la francisation. Alors peut-être que monsieur faisait tout simplement traduire. Je ne sais pas, c'est ça. Savez-vous, en revoyant la capsule, je pense que je ferais travailler Fiona encore plus. Je posais des questions puis je donnais les réponses en même temps, là, mais je pense que vous voyez un peu le principe de questionner au niveau les cours, le cours au niveau de l'intervention interculturelle. J'aurais pu poser aussi la question de dire pourquoi tu penses les enfants couchent par terre? À quoi tu penses quand tu vois, tu constates que les enfants couchent par terre? Qu'est-ce que c'est que tu dis? Alors, de sorte que et que, bon, si elle pense que les enfants sont maltraités, je continuerais, bien, pourquoi ils seraient maltraités? Ça peut être autre chose. Alors, je pense que vous comprenez un peu le principe pour que l'apprentissage soit plus ancré. Je pense que quand l'étudiant travaille, l'apprentissage reste plus que si on donne tout le temps la réponse. Les questionnements peuvent être aussi très utiles quand pour aider un étudiant à considérer et à voir la situation d'une autre façon. Et ça peut être très utile aussi quand une stagiaire est très convaincue et se pose pas de questions par rapport à une intervention et que, bon, je dirais pas qu'elle en est... ce n'est pas qu'elle en est particulièrement fière, mais que pour elle, ça allait de soi qu'il faut intervenir de cette façon-là. Alors, vous allez voir, là, la vignette va bien illustrer cette situation-là. Oui, Julie, tu voulais qu'on parle de la situation de Mme Grenon? Ah, oui. Ben, en fait, la madame, elle n'arrête pas d'appeler. Mais là, j'ai regardé dans son dossier, elle a un diagnostic de TPL. Puis, tu sais, les TPL, dans le fond, il ne faut pas trop leur donner d'attention, là. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça. OK. Mais si je me souviens bien, c'est la dame qui vient de déménager, là, qui vient de changer de domicile. Oui, c'est ça. Elle vient de déménager, c'est madame-là. OK. Elle a quel âge, Mme Grenon? 69 ans. OK. Elle vivait dans son logement depuis combien de temps? Ah, ça fait longtemps, 25 ans. OK. Et comment tu penses qu'on se sent quand on déménage après 25 ans, on est demeuré dans le même quartier et qu'on perd tous ses points de repère? Oui, ça, c'est pas évident.
Alors, bon, vous voyez bien, puis je pense que même dans cette vignette-là, la refaire, je pourrais aussi questionner sur qu'est-ce qu'elle comprend d'un diagnostic de TPL, parce que c'est souvent un terme, un diagnostic qui est très emprunté, très galvaudé. Et qu'est-ce qu'elle comprend du diagnostic et quel est le lien avec la situation actuelle de cette dame-là? Et est-ce que c'est la chose à faire que de ne pas répondre aux appels téléphoniques? Alors, mais je pense que vous comprenez l'aspect d'y aller par le questionnement. Une deuxième dimension qui peut être utile au niveau du questionnement, c'est d'aider le stagiaire à tirer ses propres conclusions, qu'il peut considérer qu'il y a différentes façons d'intervenir et de laisser de la place je dirais, à plus d'ouverture à avoir des situations sous différents angles. Alors, une dernière vignette. Julie, alors, t'arrives de faire rencontre la jeune et puis son intervenante, comment ça s'est passé? Ouais, ça me sent pas. J'étais outrée, elle rentrait dedans. L'intervenante? Oh oui, elle rentrait dedans. Moi, ça venait vraiment me chercher. Là, je trouve que ça n'a pas d'allure d'intervenir de cette manière-là. Pour une chance, j'étais stagiaire, parce qu'avoir été travailleuse sociale, j'aurais peut-être même fait une plainte, je pense. Eh bien. Mais comment a réagi la jeune? Ah, bien, ça a quand même bien réagi à l'écouter. OK. Puis, je pense que vous vous rencontrez pour la question du plan de sortie. Est-ce que... Oui, tu as raison, c'est ça. C'était par rapport au plan de sortie. Il y avait quelquefois qui tentait des choses, là, mais là, c'est ça. Elle l'a essayé comme un peu à l'adulte. OK. Et puis, est-ce qu'il y a eu un plan de sortie? Est-ce que la jeune est d'accord avec ça? Oui, oh, elle a été d'accord, ça a fonctionné quand même. OK. Fait que quand tu regardes le résultat, comment tu peux voir l'intervention de l'intervenante? Oui, c'est vrai que ça a quand même bien marché. Bon, peut-être que c'est d'autres approches ça peut peut-être fonctionner, parce que c'est vrai que ça a fonctionné dans ce cas-là. OK. Alors, cet exemple-là, cette vignette-là est vraiment quasi empruntée textuellement justement d'une situation qui avait eu lieu à la protection de la jeunesse où une étudiante qui avait, je vous dirais, le travail social tatoué partout sur elle et que la façon de faire, c'était la façon de faire des travailleurs sociaux et qui réagissait beaucoup à des interventions d'éducateurs et qu'il avait fallu à un moment donné faire beaucoup de questionnements pour justement travailler l'ouverture aux apports d'autres professionnels et du travail au niveau des équipes. Alors, donc, ça avait été un peu plus costaud que la vignette, là, mais je pense que ça peut être utile. Alors, la dernière stratégie, on n'a pas pu faire de vignette, ça sera à suivre. Il s'agit de la narration. La narration, a pour but de reconstruire une interaction qui a déjà eu lieu. On avait, je pense qu'il faudrait comme tout simplement pas lire, ce n'est pas un verbatim ou une note d'évolution, là, c'est une ancienne version. Donc, la narration, il s'agit de faire le récit d'une situation ou d'un événement. C'est une reconstruction d'une interaction qui a déjà eu lieu. Alors, il s'agit donc de raconter, de faire le récit en ses propres mots de la part du stagiaire, là,
d'une situation incluant les faits, ses propres impressions et réactions. Alors, c'est l'espace donné à la supervision, l'espace donné dans la supervision à la narration permet aux stagiaires de revisiter le client, le contexte d'intervention, ses impressions personnelles et professionnelles. Je vais vous dire, l'utilité de la narration s'applique vraiment quand un étudiant, un stagiaire est très ému, a vécu beaucoup de choses inattendues dans une situation d'intervention. Et bon, puis dans notre langage qu'on emploie souvent, on lui permet de ventiler. Mais je dirais que c'est plus que ventiler, parce que vous savez, dans le ventiler, il y a le terme vent. Alors, ce n'est pas juste de permettre l'expression, mais de vraiment de permettre aux stagiaires de dégager ce qui s'est passé, les actions, les faits, ses premières impressions et quelle va être la suite de l'intervention et de faire diminuer finalement l'intensité reliée à une situation d'intervention. La narration, je vais vous dire qu'avec le temps, moi, j'ai réalisé que c'était très utile dans l'apprentissage les notes d'évolution et particulièrement au niveau de l'évaluation du fonctionnement social. Puis, je le prends d'un autre côté, il arrive, bon, je vais être nuancée, là, je ne dirais pas tout le temps, il arrive que des stagiaires ont de la difficulté à faire la rédaction et peut-être qu'il faut leur permettre plus de faire une narration des interventions vraiment plus complète et après coup, aider à réorganiser l'information qu'ils ont reçue. Parce que souvent, on leur demande de rédiger les notes d'évolution ou une évaluation, mais que toute l'information est restée dans leur tête. Alors, dans les rubriques, bien souvent, ils vont avoir de la difficulté à distinguer de quel contenu va dans quel contenu. Alors, si on leur permet de narrer et que vous, après coup, vous aidez à reconstruire l'intervention, l'apprentissage de la rédaction va en être facilité. Alors, écoutez, c'est l'expérience que moi, je vous partage et que je trouve qui a été avec le temps concluante de revenir à faire raconter l'intervention. Oui, il y a il reste 15 minutes. OK. Bon. Je m'excuse, je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a des questions sur les stratégies? Ça va? Moi, j'ai une question, Louise. Oui. Ma question, c'est plus, tu sais, il y a quand même des choses, beaucoup d'exigences de l'établissement sur comment faire des plans d'intervention, comment faire des notes, comment faire ci, comment faire ça. Ouais. Puis en tant qu'intervenante, on en prend, puis on en laisse, puis on n'est pas parfait sur tout ce qu'il faut faire. Fait que nous, en tant que superviseur de stage, est-ce qu'on est tenu de pas de les encourager, mais d'insister sur mettons, l'actualisation des notes au dossier telles que l'établissement voudrait qu'on le fasse ou on les intègre dans ce qui est la pratique courante? Oh, bonne question. Je pense que il faut que le stagiaire acquiert une rigueur de base. Compte tenu qu'il n'a pas votre pleine charge de travail,
Je veux dire, je pense que j'essaie de couper la poire en deux. Je suis très consciente de votre charge de travail. J'ai été intervenante pendant 35 ans. Alors, je sais qu'à un moment donné, on est essoufflé et qu'on est obligé de tourner les coins ronds. Mais il demeure que la stagiaire doit acquérir une base rigoureuse de rédaction. Alors, c'est peut-être encore une fois, de diminuer la charge, les prises en charge pour qu'il y ait un minimum de maîtrise puisse être acquise au niveau de la rédaction. Est-ce que ça vous éclaire? Oui, ça m'éclaire. C'est juste qu'elle n'aura pas un bon exemple nécessairement à tous les points de vue. Mais bon, hein? On est des humains aussi. Là. Ils viennent faire des stages avec des humains, puis on n'est pas parfait sur tous les plans. Oui, oui. Ben, oui, écoutez, je comprends très bien, mais je vous dirais, je pense qu'il faut que les étudiants doivent comprendre que c'est important de rédiger des notes, qu'il y ait un minimum de cohérence dans les notes, que ça soit pas une série de verbatim. Alors, ils ont quand même reçu un cours, je pense, en propédeutique au niveau de la prise de notes. C'est de cet ordre-là on n'écrit pas un roman de 3 pages au niveau des notes, alors moi, j'ai beaucoup le souci de la cohérence au niveau des notes et qu'il y ait une opinion professionnelle fondée. Alors, c'est ça qui m'apparaît important. L'exemple, c'est plutôt de dire que, tu sais, mettons, nous, en protection, là, on fait des notes très courtes, souvent orientées sur ce qui a été fait, les actions qui ont été posées. Mais là, récemment, en janvier, je pense l'année dernière, il y avait une décision de tout le CHU de la direction générale d'harmoniser toutes les manières de prendre des notes dans toutes les institutions du grand CIUS. Donc là, on a reçu des canevas de notes au dossier qui n'étaient absolument pas ce qui était fait en protection, puis qui étaient beaucoup plus détaillés, beaucoup plus avec des sections, tout ça. Puis ça, ben, ça a été intégré très, très, très partiellement parce que ça ne correspondait pas à notre réalité, puis c'était surtout pas un besoin de notre organisation, c'était un besoin d'uniformisation du CIUS. Fait que ça ne faisait pas tant de sens à nous, au CJ. Fait que ça ne veut pas dire que nos notes sont mauvaises, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas selon ce canevas-là, qui est comme une espèce de canevas idéal, standardisé. Donc, est-ce que vous vous encouragez à ce qu'on les forme au canevas idéal, standardisé, en leur disant, ben c'est pas réaliste, mais fais-les pareil, ou on leur dit, garde, en protection, on a toujours fonctionné de même, on fait de notre mieux pour intégrer un peu de ça, mais c'est un peu ça, là. C'est pas qu'on prend des notes poches non plus, là. Je veux pas dire qu'on fait mal notre job. Non. Pardon? Oui, Fiona me dit c'est un aspect à discuter avec le professeur de stage. Moi, cette année, je ne suis pas professeur de stage en propédeutique, mais si je peux me permettre, comme si j'étais professeur de stage en propédeutique, moi, j'y vais à la conformité de ce qui se passe au niveau du milieu de pratique. Et je comprends très bien que le canevas uniforme, je suis au courant de ça et que ça ne convient pas, de sorte que je ne peux pas vous demander d'appliquer quelque chose aux stagiaires pour lequel vous êtes pas, qui ne convient pas à la réalité de votre pratique. Alors, j'y vais vraiment à qu'est-ce qui se passe dans votre milieu pratique, mais il demeure important qu'ils puissent apprendre à bien faire les notes comme vous les faites de façon quotidienne, là. Est-ce que c'est plus clair? Parfait, merci. OK. Écoutez, les phases du stage, je vais vous en faire un résumé parce que il faut que je coupe un peu, là.
Alors, c'est comme un peu comme les notes au dossier. De toute façon, on avait eu un peu ce problème-là quand on a présenté la formation cet automne, de sorte qu'il y a dans le PowerPoint des résumés des phases du stage. Ce qui est important, et ça fait écho à ce que je vous ai dit tantôt au niveau de la transmission et de l'encadrement. Je veux dire, ça suit à peu près le même mouvement. Bon, il y a des auteurs qui sont allés jusqu'à définir 5 phases de stage. Moi, j'ai essayé de réduire ça peut-être de façon un peu plus simple au niveau. L'étudiant commence dans les premières semaines à observer et à et à participer à vos interventions. Alors, soyez attentifs à ce à quoi il observe et au type de questions qu'il peut vous poser. Alors, ça va vous indiquer, bien souvent, ça peut vous indiquer les éléments sur lesquels il va falloir faire des apprentissages. Alors, des fois, les questions peuvent être confuses, peuvent traduire une incompréhension des services ou du rôle comme travailleuse sociale. Alors, ça va être le temps d'une période où vous avez peut-être à être un peu plus active et à clarifier des éléments de base. De sorte que soyez en même temps attentifs que l'étudiant prenne des notes quand il vous observe, quand il observe des situations, que ce soit pas dans une attitude passive. Vous savez, dans Moodle, il y a la grille d'analyse d'une intervention qu'il va falloir qu'il applique pour son vidéo. Rien n'empêche que l'étudiant puisse utiliser cette grille-là quand il est dans une posture d'observer. Et puis, la question, c'est pas de la remplir intégralement, mais qu'il puisse se faire une tête, être dans une posture active quand il est dans une période plus d'observation. L'intervention encadrée, c'est la phase qui suit évidemment l'observation participative. C'est la phase où l'étudiant commence à faire de lui-même des interventions et on va observer que l'étudiant a souvent besoin de valider ses interventions avant de commencer à intervenir. Alors, de sorte de l'étude du dossier, les hypothèses d'intervention, la connaissance de la personne qu'il va rencontrer, il va avoir besoin d'un grand besoin de validation. Ça peut être aussi une occasion s'il y a des appréhensions. Moi, c'est une technique que j'ai souvent prise quand je voyais que l'étudiant, plus posait de questions, plus il y avait de questions qui se posaient. À un moment donné, c'était, sais-tu, avant de rencontrer ton client, on va se pratiquer. Et que je faisais le client et l'étudiante faisait l'intervenante. Alors, ça brisait un certain niveau d'anxiété. Parce que ça peut être une stratégie de certains étudiants afin de contrer un niveau d'anxiété que de retarder, de commencer à faire de l'intervention, alors que de vouloir tout le temps beaucoup se documenter, de poser des questions, de faire des plans d'intervention avant de rencontrer le client. Alors, il faut à un moment donné un peu contrecarrer cet aspect-là et je trouve que le jeu de rôle, ça peut bien s'y prêter. La phase de l'intervention autonome, encadrée, alors c'est, je dirais, l'étape qui suit souvent, c'est le moment qui suit l'évaluation de mi-stage. Moi, depuis que je suis professeure de stage, je remarque qu'une fois l'évaluation de mi-stage passée, on dirait que
Les étudiants sont soulagés, ils reçoivent, parce que habituellement, les professeurs de stage vont dire, ben ça va, le stage va bien, continue comme ça, il y a des progrès à avoir, il y a certains défis à surmonter, mais dans l'ensemble, le parcours est bien lancé. Alors, évidemment, le stagiaire est très soulagé et on se rend compte que l'étudiant a pris vraiment une bonne dose de confiance et va devenir de plus en plus autonome dans ses interventions et va chercher votre validation après coup. Va dire, j'ai fait telle chose, il s'est passé telle chose, je me questionne sur tel aspect. Qu'est-ce que c'est que tu en penses? Peut-être que la prochaine fois, je pourrais m'y prendre autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, vous basculez dans un rôle beaucoup plus d'accompagner à ce moment-là que de transmettre. Ben, vous pouvez transmettre évidemment, mais je vous dirais le point fort va devenir dans une posture beaucoup plus de transmission. Et évidemment, il y a la dernière phase qui est importante, puis je l'ai encore réalisé cette année, que l'étudiant se prépare à terminer son stage, se prépare ses clients, mais se prépare lui parce que je me rends compte à quel point la grande majorité des étudiants ont un très grand investissement dans leur suivi. Ils vivent un grand attachement vis-à-vis de leurs clients et ils vont se dire « Ah, c'est dommage, je ne sais pas comment ça va finir, je sais bien que c'est ma superviseure qui va prendre le dossier, mais qu'est-ce que c'est qui va arriver? C'est plate, je ne le saurai pas. Je vais-tu pouvoir contacter ma superviseure? » Bref, il y a comme il y a un partage à faire, une préparation à faire pour qu'il y ait un détachement de la part du stagiaire et qu'il soit en mesure de recevoir les réactions du client au niveau de la fin de ses suivis. Est-ce que ça va sur les phases? En tout cas, je les ai résumées sur les PowerPoint. Si vous avez besoin de plus, vous me ferez signe. Rapidement, au niveau des situations courantes que vous pouvez rencontrer, vous savez, on a parlé du plan d'amélioration. Il peut y avoir des difficultés qui se présentent en cours de stage, mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas, vous et votre stagiaire, à passer au travers. Vous pouvez solliciter le professeur de stage et ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à faire un plan d'amélioration. De toute façon, c'est le prof de stage qui décide s'il y en a un ou pas. Mais je vous dirais, les situations courantes, c'est d'abord d'être anxieux. Souvent, les étudiants, les stagiaires sont anxieux et ont besoin d'être rassurés. Ils n'ont pas besoin d'être surprotégés, mais je vous dirais, dans le grand ensemble, l'anxiété diminue après les premières semaines de stage. Ils ont souvent peur de faire des erreurs, alors il faut regarder quelles sont les erreurs possibles de faire et peut-être tout simplement dénoncer que le processus de stage, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreurs, mais c'est de faire tout simplement un nombre impressionnant d'apprentissage. Alors, l'évaluation ne porte pas sur le fait d'avoir fait 0 erreur ou pas. C'est beaucoup plus de regarder les apprentissages. Et je pense que le message envoyé, c'est que c'est plutôt rare qu'on ne peut pas défaire, de se reprendre dans un faux pas. Il peut y avoir des fois des problèmes de démotivation. Il y a peut-être des ajustements à faire en début de stage. Des fois, l'étudiant s'est fait une idée du stage et puis là, il se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a peut-être un élément, un échange à avoir. Ou parfois, ça peut être un étudiant qui focus sur une difficulté et qu'il ne voit vraiment que cet arbre-là qui pose problème, il ne voit pas la forêt. Alors, il faut à ce moment-là donner vraiment une vision panoramique et que c'est pas parce qu'il y a une difficulté à faire des notes au dossier qui en fait un mauvais intervenant. Alors, il faut vraiment à ce moment-là plus relativiser.
avoir des vives réactions, des réactions émotives, pleurer, c'est des choses assez courantes dans des apprentissages, une période de stage. C'est plutôt rare que ça se passe pas. Je vous dirais plutôt de garder à l'œil si c'est quelque chose qui est récurrent. Là, à ce moment-là, il y a peut-être à apporter une attention, mais que l'étudiant qui vit une vive réaction suite à une difficulté ou à une rencontre difficile ou touchante avec la clientèle, je pense qu'on peut s'attendre à ce que vous soyez supportant dans ce contexte-là. Les situations qui sont vraiment problématiques et qui, bien souvent, vont faire l'objet d'un plan d'amélioration vont toucher 5 dimensions. La première, c'est les connaissances. L'étudiant qui a la difficulté à bien intégrer son rôle, à intégrer l'offre de service, de sorte que qui se situe pas bien ou pas avec justesse dans l'organisation. C'est des choses qui arrivent et qui nécessitent là, un plan d'amélioration. Au niveau des habiletés, souvent l'étudiant qui a la difficulté à conduire, c'est une difficulté qui peut se produire en début de stage, mais quand on arrive en milieu, en évaluation mi-stage et qu'il y a vraiment une difficulté majeure à conduire une entrevue, à laisser toute la place au client, à laisser faire beaucoup de coq à l'âne. Bon, possiblement que ça peut arriver dans un dossier, mais quand c'est dans tous les dossiers, là, on est dans une difficulté importante. Alors, il peut arriver qu'on décide de faire un plan d'amélioration. Et au niveau des comportements, c'est des choses qui arrivent. Non-respect des règles déontologiques, non-respect du fonctionnement, des choses des fois qui peuvent être, je dirais, quasi plate, là. On a eu à un moment donné un étudiant qui passait sa journée ou dans les réunions avec son cellulaire, de sorte que la préoccupation était plus les échanges du cellulaire que sur le travail qu'il y avait à faire, ou une étudiante qui n'aime pas aller dans les réunions d'équipe, qui ne se présente pas, trouve ça plate. Alors là, on a un problème au niveau du comportement. Alors, il y a des mises au point, puis il y a un plan d'amélioration. Une fois que vous avez fait plusieurs mises au point, là, il y a vraiment un problème qu'il faut aviser aux professeurs de stage. Et puis, il y a aussi la question de l'attitude, de l'engagement. Il y a peut-être des étudiants, des fois, qui arrivent plus sous les freins, au lieu de se dissiper, deviennent de plus en plus prononcés, qu'il y a un manque de proactivité, que la posture d'apprentissage n'est pas au rendez-vous, qu'il y a un manque de préparation. Et aussi un manque, ça c'est toujours difficile, un manque de reconnaissance des difficultés, que des fois vous vous trouvez dans une posture d'être un peu obligé d'argumenter puis de vous ostiner. Je pense qu'il ne faut pas prolonger, vous enfoncer dans ce rapport-là et vraiment de faire appel aux professeurs de stage. Je pense que c'est à nous à ce moment-là de vous aider à dénouer la situation. Alors, je m'excuse d'avoir terminé de façon un peu précipitée, là. Je pense que c'est important de respecter le temps. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles, je ne sais pas, est-ce que ça coupe, on a un peu de délai dans le team? Il n'y a pas de problème? OK. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que c'est le genre de formation que vous vous attendiez? Est-ce que vous sortez avec des plus? Ça va aller? Oui, merci beaucoup pour la formation. J'apprécie. Bon, tant mieux.
OK, merci beaucoup pour votre participation, votre temps. Je sais que les étudiants vont rencontrer leur professeur de stage ce vendredi. Il y a 2 professeurs de stage, donc soit Isabelle Lepin et Serge Frigon, qui vont présenter les différents outils, notamment le journal de bord, les attentes, le contrat d'apprentissage. Et nous, on va faire un lien aussi avec les professeurs de stage là, pour qu'ils soient au courant de la formation qu'on vous a transmise ce matin. Puis, comme Louise disait, là, on répète souvent le même message, mais n'hésitez pas à interpeller les professeurs dès qu'il se présente une difficulté. Parfois, là, on voit des situations où on attend en espérant que la situation se résorbe, mais bien important là, de tenir le professeur au courant là, pour pouvoir intervenir. Vaut mieux prévenir que d'intervenir un peu quand la situation dégénère. Alors, merci, puis on vous souhaite de savourer cette expérience. Alors, c'est Nadine hein, qui veut... oui, OK. Est-ce que... Alors, je ne sais pas, est-ce que les autres se débranchent? Parce que c'est une situation particulière, parce qu'on est 2 superviseurs. Là, je ne sais pas. Et juste avant, il y avait une question par rapport au PowerPoint, à savoir si vous allez nous l'envoyer. Ah, vous ne l'avez pas reçu? Non, en tout cas, je n'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, il était joint à l'invitation pour le lien Teams. Ah, oui, si non? vous le voyez, est-ce qu'il y en a qui le voient? Moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Bon, on vous le retournera alors par courriel. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit oui, oui, moi j'ai reçu. Oui, les joints d'invitation. Okay. D'accord. Alors, est-ce que je ne veux pas que les autres faire perdre votre temps parce que c'est particulier à Nadine et moi, là, je sais pas. Oui, c'est parfait. Bien, merci là, à toutes. Vous pouvez quitter maintenant. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne chance. Bonne expérience. Alors, je peux poser ma question? Ben oui, allez-y. Alors, attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement. Oui.